Ok, bonsoir tout le monde. Vous allez bien? Good. Ok? Donc, on commence avec quelques minutes de retard. Ça fait 40 minutes à peu près de retard. On s'excuse. Mais je pense que ça a tombé à pic. Le fait que Dr. Jeudi, ayant eu vent qu'on avait le scanner, qu'on faisait des formations, et il nous a proposé 2 séries de formations. Dr. Jeudi fut mon ancien professeur à l'Université Notre-Dame et Dr. Guiran, elle mettait une promotion après moi à Notre-Dame. Okay? C'est elle qui commence, Dr. Marie-Hélène Guiran, elle est interniste avec privilège en néphrologie. Et c'est elle qui coordonne l'unité de dialyse médicalisée de Port-au-Prince. Okay? Donc, avec elle, on va voir, comme c'était annoncé, vous l'avez eu par message WhatsApp et c'était affiché aussi dans le mur, de la pratique des voies veineuses centrales dans les soins intensifs et pour l'hémodialyse. Ok? Donc, comme on commence en retard, je vous la passe. Merci, bonsoir tout le monde. Je vous remercie. Je remercie le docteur Viard et le docteur Jeudi de m'avoir donné cette opportunité pour vous parler un petit peu des voies centrales. Surtout que vous êtes dans une dynamique de soins intensifs. Donc avec tout ça, il va y avoir des changements et il y a des pratiques, je pense qu'on devrait préconiser dans certains hôpitaux et encourager. Donc je suis interniste de profession, comme le docteur vient de parler, je suis à l'OFATMA et même si je ne suis pas un chirurgien, mais je suis l'une des personnes qui place les voies centrales en hémodialyse et le cas échéant même pour des urgences à l'OFATMA. Donc, quelles sont les voies centrales? Donc, je vais vous parler un petit peu de l'historique. Donc, on a commencé par la première fois à parler de voies centrales en 1952. Donc, c'était un chirurgien qui a commencé par une ponction à l'aiguille au niveau de la sous-clavière. La sous-clavière, c'est l'un des modes d'insertion, mais qui a ces petits désavantages. Donc il a commencé par ça. Ensuite, on a eu l'utilisation des veines basiliques et céphaliques. On va voir que c'est l'un des moyens de mettre une voie centrale, mais pas voie périphérique. Donc on a commencé également au cours de cette même année, dans les années 60-65. Par la suite, en 1958, on a pu envisager l'abord de la voie fémorale, qui a été utilisée par Moncrief, qui insiste également sur les risques thrombophlébitiques, jusqu'à présent qui est l'une des complications les plus courantes dans la mise en place des voies fémorales. Et par la suite, en 1966, la veine jugulaire a été utilisée et elle demeure toujours jusqu'à présent comme l'une des voies employées le plus souvent. Donc, c'est quoi une voie centrale? C'est un dispositif médical que l'on utilise pour cathétériser une veine. Alors, le plus souvent, ce sont les veines de gros calibre. Donc, quand je dois partir? Non. Ça ne marche pas là. Ok. Elle peut être placée au cou. C'est bon? Au cou, au niveau des veines jugulaires, au niveau de la sous-clavière et au niveau des fémorales. Donc, quelles sont les indications pour placer une voie centrale? On peut l'utiliser pour les remplissages vasculaires, c'est-à-dire dans les cas bien précis, comme pour les barbanes, le choc hémorragique, pour faire un remplissage rapide, surtout lorsqu'on a des difficultés à trouver une veine périphérique. Au lieu de faire une dénudation, c'est un accès assez bien facile. Pour donner certains médicaments, par exemple, si c'est quelqu'un que l'on sait qui a une pathologie qui est assez chronique, au lieu de venir à chaque fois et de faire des ponctions répétées, par exemple de la chimiothérapie, c'est l'un des moyens les plus faciles parce que l'accès va rester là et on aura toujours cette veine perméable pour cette utilisation.
Elle permet également de mesurer la pression veineuse centrale. Certes, on ne pratique pas ça vraiment dans nos hôpitaux, mais c'est l'une des choses très importantes lorsqu'on veut savoir comment on veut monitorer un patient pour son remplissage, pour les autres problèmes qu'il peut avoir, d'autres problèmes pathologiques. Si c'est quelqu'un pour lequel on veut faire des fonctions répétées, dans les patients avec des pathologies assez graves, on veut faire une alimentation entérale qui a des difficultés d'absorption alimentaire par voie orale, par voie digestive. Donc c'est l'un des moyens qui est utilisé. Pour la dialyse, surtout l'hémodialyse, donc c'est la voie préconisée par excellence. On ne va pas parler de la péritonéale, mais en hémodialyse, ce sont surtout les voies centrales. Et pour les plasmas fébreux. Donc, c'est toujours pour continuer quelles sont les indications. Donc, je n'ai pas parlé dans les cas de brûlure, des brûlures extensives avec de grosses surfaces corporelles qui sont très atteintes. J'ai parlé également pour les remplissages vasculaires, pour la mise en place des pacemakers dans les pathologies cardiaques. Donc, en cas qu'est-ce que j'ai pas dit encore? Donc, encore pour répéter, pour les cas d'hémodialyse d'insuffisance rénale aiguë, on veut avoir un accès rapide pour permettre l'hémodialyse. Donc, encore, ce sont les voies centrales qui sont les plus utilisées. Donc, quels sont les types de cathéters? Pour avoir une voie centrale, on va utiliser un cathéter. Ce sont des dispositifs pour introduire à l'intérieur d'une veine de gros calibre. Donc, il y a différents types de cathéters. Il y a des cathéters non permanents. Et il y a des cathéters permanents qu'on appelle des cathéters tunnelisés et les cathéters non tunnelisés. Et il y a des cathéters centraux à insertion périphérique, c'est ce qu'on appelle des PICC lines, c'est-à-dire qu'ils vont toujours au niveau de la circulation centrale, au niveau de la veine cave, mais à accès périphérique. Donc on passe au niveau d'une veine ordinaire, soit de la basilique ou de la céphalique, et elle arrive jusqu'au niveau de la circulation centrale. Donc, que sont les cathéters veineux tunnelisés? Ce sont des cathéters permanents. Permanents, c'est-à-dire qu'on est obligé. Alors, l'un des avantages qu'on est obligé d'utiliser, d'aller en salle d'opération pour placer ce cathéter-là. Donc, tunnelisé, on voit le mot tunnel. Donc, on crée un petit passage au niveau de la peau pour insérer le cathéter pour avoir accès à la veine, c'est-à-dire la veine jugulaire. Dans ce cas-là, pour cette patiente, c'est une veine jugulaire. Et ainsi, mettre ce cathéter de façon permanente. C'est l'un des avantages, c'est qu'on peut le laisser au dehors. Si le patient veut, le patient peut en prendre soin tout seul. Et s'il y a quelques petits bobos au niveau du cathéter, c'est un cathéter qui est facilement réparable. Maintenant, l'un des inconvénients, c'est qu'on est obligé de le passer en salle d'opération. Donc, on voit toute la dynamique de la salle d'opération, de la disponibilité, s'il n'y a pas d'urgence. Et tout ça, il faut des techniques d'asepsie assez rigoureuses. Et bien souvent, ce sont des cathéters où on est obligé d'avoir de temps en temps l'appel d'un chirurgien ou de quelqu'un pour reperméabiliser la voie d'accès. Et lorsqu'il faut faire l'ablation, on ne peut pas faire l'ablation. Ce n'est pas un cathéter qui va sortir tout seul parce qu'il est vraiment bien ancré au niveau de la peau. Il faut encore l'assistance d'un chirurgien pour que l'on puisse enlever. Ça, je parle de PICC line, c'est la voie centrale au niveau qui passe par les veines périphériques telles que la basilique et la céphalique. C'est encore une voie que l'extrémité est extérieure. Il peut rester plusieurs mois, voire des années. On l'utilise très certainement pour certains patients qui prennent leur chimiothérapie. Il s'enlève l'eczéma également, mais la partie externe peut se réparer. Donc, c'est encore pour vous montrer. Donc, les voies centrales, elles peuvent avoir une seule lumière ou deux lumières. Elles peuvent avoir un triple port ou un double port, donc ça dépend. Donc, elles sont constituées de différents types de matériaux. Donc, la plupart du temps, elles sont en polyuréthane, en silicone. Certains sont enrobés de produits antimicrobiens pour éviter qu'elles soient infectées. Certains sont enrobés d'héparine et d'autres sont radio-opaques. Donc, la voie d'accès préconisée, qui est le meilleur site, c'est par la veine jugulaire. Pourquoi? Parce qu'elle est la plus directe, il y a moins de torsion et elle est beaucoup plus accessible.
Non, comme on dit, c'est le site de prédilection. L'un des inconvénients qu'il y a, c'est que certes, on a tendance à avoir une fonction artérielle, donc fonction de la carotide. On risque d'avoir de grandes complications telles que le pneumothorax ou bien l'hémothorax, et ce sont des complications assez redoutables. Donc, je vais vous parler de la technique d'insertion. Donc, c'est le matériel utilisé, il faut un guide, il faut un introducteur, il faut le cathéter. Donc, il y a tout un dispositif pour placer le cathéter. En général, ils viennent dans des paquets assez bien faits. Donc, ça, c'était pour vous montrer la localisation de la veine jugulaire et ainsi pour repérer où se trouve la veine jugulaire afin de faire la ponction. Donc, on recommande toujours de mettre le patient en train de limbourg avec une rotation à 15 degrés vers la gauche pour bien dégager. Et on parle le pouls carotidien et puis on cherche le chef latéral du sternopéridomastoïdien et on essaie de repérer le petit triangle qui est le triangle de Célio et on introduit à 30 à 40 degrés en regard du mamelon ipsilatéral. Donc il y a un autre site, il y a une autre voie d'accès, c'est la veine sous-clavière. Elle est également un autre moyen pour placer les voies centrales, mais le seul problème qu'il y a, c'est que on a des risques de thrombose assez importants, de sténose assez importants de tout l'ordre vasculaire. Et il y a des risques importants de ponction du dôme pleural avec des risques hémorragiques importants. Contrairement à la jugulaire, on peut faire l'hémostase assez rapidement jusqu'à presser, mais lorsque c'est une sous-clavière, l'accès n'est pas aussi facile et on ne peut pas récupérer aussi facile. Donc, notre accès encore, c'est la fémorale. L'un des accès les plus faciles, c'est au niveau du pli inguinal. Donc, mais l'une des complications, c'est le risque de thrombose. Donc, il n'a pas une durée de vie assez importante. Donc, bien souvent, lorsqu'on place une fémorale, on doit faire l'éducation pour du patient pour lui dire que ce n'est pas quelque chose qui va rester. Donc, au bout d'une semaine au plus, c'est quelque chose qu'on doit enlever parce qu'on sait qu'après un certain temps, elle va se thromboser, on a un problème de perméabilité. Les risques d'anévrisme sont assez importants également. Ok. J'avais essayé de mettre une petite vidéo, je ne sais pas si elle va partir. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Ok. Maintenant, pour vous parler un petit peu des statistiques au cours de la période de l'ouverture de l'UDM à nos jours. Donc nous sommes deux à mettre les voies centrales au niveau de l'UDM, donc c'est le docteur Jeudi et moi. Mais en grande majorité, comme vous avez vu, sur 200 patients, non, oui, à peu près 250 patients, on a eu depuis 2017, c'est ça, depuis 2017 à nos jours, on a placé 144 cathéters simples. Quand je dis cathéters simples, ce sont des cathéters non tunnelisés, c'est-à-dire à accès facile. Donc 144 cathéters simples, dont 23 tunnelisés. De ces 144, 92 ont été placés pour moi-même. Et en réparti entre les deux, donc les cathéters simples et le docteur Jeudi, donc vous voyez. Et par la suite, ils ont été répartis entre nous deux. Alors, les 2 ou 3 médecins qui sont disponibles pour placer, surtout les tunnelisés, comme je dis, il faut quelqu'un de spécialisé qui s'y connaisse pour mettre les tunnelisés, c'est-à-dire les voies centrales permanentes. Maintenant, de ces cathéters, la plupart furent des patients privés. Donc c'était à peu près, je n'ai pas les chiffres, 74 furent des patients privés et 30 furent des patients assurés de la CONAM. Donc il faut dire que la grande population des patients qui viennent à l'hôpital, qui sont en dialyse, donc ils ne sont pas privés, ils paient cash. Je dis cash, donc ce sont des patients qui paient de leur poche. Quoi d'autre? Ok. Maintenant, quelle est la voie d'accès au départ pour lequel on mettait ces patients? Donc c'était le plus souvent on mettait les jugulaires et surtout la jugulaire droite.
Par la suite, on a fait un petit changement. On a commencé par faire le plus souvent la fémorale droite. On a essayé une fois avec la supérieure. Et finalement on épuise les sites d'insertion, on commence par utiliser la fémorale gauche. Mais en grande majorité, on voit que la plupart des patients c'était des jugulaires, on utilisait surtout la jugulaire droite pour mettre les cathéters. Maintenant, quel type de cathéter qu'on avait mis en jugulaire droite, on voit que c'était les cathéters simples. Par la suite, on a à peu près 85, c'était des cathéters simples. Et par la suite, on a commencé par utiliser les tunnélisés. On a vu que l'autre majorité, c'est des cathéters tunnélisés. Maintenant, on voit que l'autre tranche, c'est la fémorale droite. Malheureusement, je n'ai pas d'autres slides pour vous présenter le reste. Donc c'était tout, c'était juste pour vous montrer un petit peu l'importance et que c'est quelque chose qui n'est pas seulement utilisé par les chirurgiens, mais tout le monde après un certain apprentissage, l'exercice devrait être à même de placer des voies centrales et de les utiliser à bon escient. Donc je n'ai pas pu avoir les statistiques pour ceux qu'on a utilisés aux urgences de l'OFATMA, mais la plupart du temps, lorsqu'on avait des difficultés pour trouver une voie d'accès pour un remplissage dans les plaies corbales, les brûlures, donc on utilisait également les voies centrales. Les sceptiques, lorsqu'ils devaient avoir une bonne réhydratation, donc c'est les voies centrales qu'ils utilisaient. Certes, ce ne sont pas des cathéters similaires aux cathéters de dialyse, mais c'était des kits de voies centrales pour la réhydratation que l'on utilisait. Donc c'était tout, c'était juste pour vous parler un petit peu. Donc je vais céder la place de qui je suis. Vous parlez de l'insuffisance rénale chronique. Je ne vais pas faire d'injure à votre intelligence pour vous parler de la fonction des reins. En fait, je les mets là juste comme des garde-fous. Mais je pense que tout le monde qui est dans la profession médicale SAG aussi se trouve confronté de plus en plus à cette épidémie de maladies rénales terminales, insuffisance rénale terminale. C'est comme si le taux de cette maladie est multiplié par 10 depuis la dernière décennie. Et 28% actuellement des malades qui consultent dans les hôpitaux publics, je prends au FATMA, je prends l'hôpital général à Port-au-Prince, 26-27% ont un certain degré d'insuffisance rénale. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ça devient un problème de santé publique terrible. Il y a un fait statistique qui est irrécusable. 1% de toute la population aujourd'hui dans le monde avec insuffisance rénale chronique. 1% de toute la population. Si on prend le dernier rapport de la statistique, le dernier recensement 2012, qui classe la population haïtienne à 12 250 000 habitants, 1% serait donc presque 100 000 personnes avec maladie d'insuffisance rénale. Ce serait une catastrophe. Ce pays ne peut pas prendre en charge une maladie aussi coûteuse, aussi dangereuse, avec une morbidité plurielle comme l'insuffisance rénale. Mais ce chiffre est là. De ces 100 000 personnes avec insuffisance rénale, on va avoir peut-être 20% à venir en dialyse au fur et à mesure, chaque 2 ans, chaque 3 ans, c'est en général les statistiques. Parce que du départ, du stade 1 au stade 2 de la maladie rénale, ça va attendre 2 à 3 ans avant d'atteindre la phase finale de l'insuffisance rénale. De telle sorte que si on voit la charte, vous allez voir à la fin, presque seulement 2% des gens qui ont commencé avec une maladie rénale dans 5 ans
seulement 2% vont devenir insuffisants rénales terminales qui mériteraient la dialyse. L'insuffisance rénale, on a chapeauté plusieurs catégories. Phase 1, phase 2, mais ce sont des phases qu'on ne peut pas mesurer en général avec la créatinine, le taux de la créatinine dans le sang. En général, c'est un examen des urines qui vous montre le taux d'albumine. On fait ce qu'on appelle le taux albumine protéine. Créatinine, protéine dans les urines, et à partir de 17, en général 17 mg, et en général on sait qu'on est déjà dans la phase 1, 25 mg on sait déjà qu'on est à la phase 2. À partir du stade 3, la maladie rénale, déjà on a un taux de filtration glomérulaire qui s'effondre déjà à presque 50-60%, stade 4 presque 25%. Ce sont ces deux phases, 3 et 4, qui assurent, qui charrient la plus grande mortalité dans l'insuffisance rénale. Parce que ces phases-là, en général, provoquent déjà des complications cardiaques et cérébrales et qui vont emporter le malade. Si on doit prendre soin des malades de l'insuffisance rénale, on doit en prendre soin à ces stades-là. Les gens qui sont déjà en dialyse sont déjà sous la supervision de médecins. Il n'y a pas de problème, mais les autres, ils ne savent pas qu'ils sont malades. Et en général, ils vont faire une crise cardiaque, un stroke ou n'importe quoi. Et c'est extrêmement important. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé pour cette maladie, cette maladie? C'est comme une nouvelle épidémie, c'est presque à la mode. Alors que les recherches montrent que la maladie rénale est apparue vraiment récemment dans l'histoire de l'humanité, 400 ans, 500 ans seulement, que la maladie de l'insuffisance rénale est arrivée. Et ça augmente chaque jour. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé une chose, c'est que on a l'impression qu'on a fait un virage dans le circuit de l'évolution de l'homme. Les hommes ont pris cette joyeuse habitude de manger des choses qu'ils n'auraient pas dû manger. De la viande rouge, des mets croustillants et salés, et avec une aversion, presque une aversion pour les salades, presque une aversion pour le sport. On fait les choses qu'on n'aurait pas dû faire. C'est comme si je prends un enfant, presque tout le monde a des enfants, vous leur donnez de la salade 10 à 15 ans, si vous mettez la salade sur un coin de la table ici, et vous mettez un McDonald's avec French fry, je suis certain que presque 100% de ces enfants vont manger le French fry. Ça veut dire, c'est comme s'il y a, c'est pas de sa faute, mais c'est ce qui s'est passé. Ne faisant que suivre la trace de l'ADN de nos ancêtres qui ont laissé les cavernes pour aller chasser et manger de la viande rouge. Et je pense que même du point de vue spirituel, je dis presque la même chose. C'est un petit peu difficile à dire, à écrire peut-être. Si un dimanche matin je prends 10 enfants d'âge de 12 ans, je leur propose deux choses. Soit on va à la plage, on va à la mer, on va s'amuser, ou bien on va à l'église. Je suis certain que les 10 enfants vont choisir d'aller à la plage. Et pas parce qu'ils sont méchants, parce que c'est ce qu'il y a. Donc, il y a un virage qui s'est fait. Probablement, il y a d'autres études qui ont été faites et qui sont extraordinaires de ce côté-là, parce que John Hopkins a fait des études extraordinaires sur la maladie de l'insuffisance rénale et le cancer de la prostate associé pour expliquer ce virage de l'humanité. On a vu une chose, de notre descendance, je parle de la science, je ne parle pas de religion ni de foi, de notre descendance avec le singe, on ne vient pas du singe, on est de l'autre côté, c'est un cousin éloigné. Il y a eu le singe et puis nous autres, il y a l'homo sapiens qui s'est fait. On est des mammifères.
presque tous les mammifères ont un certain degré de goût pour les choses, soit comme la viande ou bien comme les salades. Prenez par exemple le singe ne mange pas de la viande. Le singe mange toujours de la banane, les feuilles, des histoires. Mais on vient de la même famille. Qu'est-ce qui s'est passé? À un certain moment, l'homme a fait un virage. L'homme a fait un virage pour devenir carnivore. Tandis que les autres mammifères sont restés. Regardez le bœuf, regardez le cabri, ce sont des mammifères. Et quand vous allez vers le cancer de la prostate, vous allez voir ça. Ces animaux n'ont jamais de cancer de la prostate parce qu'ils ne mangent pas de la viande. Tandis que nous autres, on les mange. Maintenant, pour revenir à la maladie de l'insuffisance rénale, on aurait une incidence estimée à presque 100 000 en Haïti. Vous ne les voyez pas parce que ces gens, on connaît la culture du pays. Les pieds gros, tout et tout, on sait où ils vont. C'est pas chez le médecin qu'ils vont. Ah ouais? C'est à la fin qu'ils vont venir avec de gros édèmes. Et à ce moment-là, docteur Guillermin, cathéter, ou bien docteur Moïse, vers le cathéter, ou bien le jeune homme qui aime mettre le cathéter aussi. Le nom c'est docteur Charles. Ces gens-là ne viennent pas nous trouver au début. Ils vont, et puis en général, tellement de dégâts ont eu lieu que les gens, même si vous commencez la dialyse, vous allez voir ces gens mourir. Très souvent, ils vont mourir. Le retard, les phosphates qui se sont accumulés dans les cellules cardiaques, qui vont donner la crise cardiaque finale. Donc, avec cette entrée en matière, je n'ai pas l'impression que je parle à des adultes, je n'ai pas l'impression que je dois définir les reins, je n'ai pas besoin de définir l'insuffisance rénale chronique, c'est la perte néphronique, ça veut dire que les reins ne produisent, ne peuvent plus éliminer les déchets de l'organisme. J'ai parlé de l'insuffisance rénale, de l'épidémiologie, mais du point de vue cause en Haïti. Contrairement aux États-Unis, en France et dans les autres pays, où la cause principale c'est le diabète, en Haïti c'est l'hypertension artérielle. Constitue presque 45 à 50% des causes de l'insuffisance rénale chronique en Haïti. Le diabète, 20%. Mais il faut voir, regardez le rapport de la FADIMAC 2009-2010, qui nous montre que 47% de la population haïtienne font déjà l'hypertension. Ce taux est de 24% aux États-Unis. Seulement 24% des gens aux États-Unis font l'hypertension. En Haïti, on a 47%. Le taux de diabète et prédiabète mis ensemble, ça fait 12%. On a déjà 65% de notre population avec une comorbidité aussi terrible que diabète et hypertension associée. Et pourquoi on a ce taux extraordinaire d'hypertension? On le sait. Le sel, et notre situation n'est pas différente de la situation des Caraïbéens. Il y a comme un vase clos dans les Caraïbes. Je travaille avec l'Université de Caraïbes de la Barbade, j'oublie le nom, je vais vous dire avant la fin de la conférence, où on travaillait sur l'incidence de l'hypertension chez les Noirs. L'hypertension chez les Caraïbéens est différente de l'hypertension du noir aux États-Unis et différente des noirs en Afrique. Très différente. Parce que notre hypertension est dépendante de la consommation de sel. Ce qui est différent, vous pouvez donner autant de sel que vous voulez à un noir aux États-Unis, il n'y a pas de problème, à un noir en Afrique, il n'y a pas de problème. On a fait les études déjà. C'est fait. Alors pourquoi dans les Caraïbes? On a tout de suite vu pourquoi. L'esclavage. C'était le bassin de l'esclavage. Dans la zone, c'était les Caraïbes. On faisait manger à nos ancêtres pour avoir beaucoup de courage pour travailler dans les champs de canne. Des poissons très salés pour avoir de l'énergie. Pendant 400 ans, ils ne font que manger ça. Ils ont eu tout ce qu'ils avaient. C'est comme si on a l'impression que leur ADN a été modifié. Comme quoi on ne peut plus tolérer le sel parce qu'on est des petits-fils de ces gens qui ont mangé trop de sel.
Et dans ce bassin des Caraïbes, le taux d'hypertension est presque égal à celui d'Haïti, 40-47%. L'insuffisance rénale tue presque tout le monde dans les Caraïbes. La maladie cardiaque, le stroke, presque tout le monde meurt de ces histoires-là à cause de l'hypertension causée par la consommation exagérée de sel. Quelle est la consommation de sel? 4 grammes par jour, 3-4 grammes par jour. Dans un cube de Maggi, ça fait presque 25 à 30 grammes dans un cube de Maggi. Les gens mettent autant qu'ils veulent dans un cube de Maggi, alors que la consommation journalière ne devrait pas dépasser 3 grammes. Vous voyez, ce n'est pas le tremblement de terre qui va détruire le pays, ce n'est pas l'insécurité qui va détruire le pays, ce n'est probablement pas le lock qui va détruire le pays, probablement la consommation de sel. Yes, parce que les résultats vont venir au fur et à mesure. Presque tout le monde avec hypertension, presque tout le monde avec un début d'insuffisance rénale, presque tout le monde avec des infarctus anciens dans un électrocardiogramme et puis avec des problèmes de cérébration probablement dus à des emboles qui sont infracliniques. C'est ce qui arrive. Et je pense que si je dis une seule chose parmi toutes celles que j'ai dit aujourd'hui, dans cette formation, je pense que c'est la chose qu'il faudrait garder. La consommation de sel pour éviter que cette épidémie ne se transforme en apocalypse. On continue. Je dois m'asseoir pour continuer, right? Donc j'ai parlé de l'épuration de la fonction rénale. Et tout le monde le sait. Mais il y a une chose qu'on doit toujours se rappeler. Pourquoi les malades de l'insuffisance rénale, insuffisants rénaux, en général sont anémiques? Parce que le rein, en général, produit l'érythropoïétine. Une substance, une hormone qui assure l'érythropoïèse. Quand vous avez l'insuffisance rénale, l'érythropoïétine n'est pas produite, c'est pour ça nos infirmières et médecins savent que ces patients doivent toujours recevoir du fer associé à l'érythropoïétine. Le fer seul ne va pas guérir parce que la chose principale qui est manquante, c'est l'érythropoïétine. Heureusement qu'on peut synthétiser et donner. D'accord? On continue. Donc pour les causes en Haïti, l'hypertension, le diabète, les maladies congénitales des reins, et puis prise abusive d'anti-inflammatoires et de médicaments et de boissons énergisantes. Les taureaux, les oragamènes, les cyclones. On n'a rien contre ces produits-là, mais il faut une consommation modérée. C'est l'excès qui nuit surtout. Le taureau, malgré tout ce qu'on dit, n'est pas aussi nocif qu'on le dit, parce qu'il y a la taurine qui n'est pas nocive, en fait. On pense que c'est nocif, ce n'est pas nocif pour le rein. Mais c'est l'excès qui est terrible. Tu peux continuer? Je parlais du rapport de Alpha Dimash, on continue. Maintenant, que faire quand on sait que quelqu'un a déjà une insuffisance rénale? Je prends le cas d'un interniste qui voit un malade dans phase 3 ou 4 avec un taux de filtration glomérulaire de 60 à 20 par exemple. C'est la phase la plus importante pour sauver l'avenir, pour garder l'avenir du malade. Dès le départ, il faut d'abord maintenant, ce qu'on fait, on essaie de prolonger le plus que possible le temps de latence de la maladie pour empêcher que la maladie arrive au niveau où ça va demander la dialyse. Et de 2 ans, on peut prolonger jusqu'à 5 ans, 6 ans avec un bon contrôle de la tension artérielle, un bon contrôle du sucre, une bonne diète, des exercices et puis un changement du style de vie. C'est extraordinaire. Et puis maintenant, empêcher que... Parce qu'on sait que les phosphates qui vont donner les problèmes cardiaques s'accumulent parce que le rein ne peut pas les éliminer. Donc, on fait tout ça. On continue. Maintenant, les 3 méthodes de traitement en général, c'est l'hémodialyse, la dialyse péritonéale et puis la transplantation du rein. On peut continuer. L'hémodialyse, ça a commencé dans la fin des années 50. Mais il y avait une grosse machine de la grosseur de cette chambre pour faire les premières hémodialyses. Et en Angleterre, quand on a commencé à faire les hémodialyses, il fallait voir ça. Hein? C'était terrible parce que les gens mouraient d'insuffisance rénale, mais la machine ne pouvait faire qu'une dialyse par jour. Une seule dialyse par jour.
on sélectionnait les gens qui ont une certaine importance dans la société, les médecins, les infirmières, les professeurs d'école et les militaires. Seulement ces gens-là pouvaient avoir accès à la dialyse, personne d'autre. Et puis au fur et à mesure, ça s'est démocratisé et on a fait une machine, on a pu miniaturiser, qui a donné de bons résultats. Le problème, c'est que c'était pas assez de machines et deuxièmement, c'était trop cher. Et puis en 1972, il y avait des parents qui ont amené leur enfant en insuffisance rénale devant le Congrès américain pour dire voilà, mon enfant va mourir. Le pédiatre était là pour suivre l'enfant. Et ce jour-là, le Congrès américain a fait l'acte, a pris la décision une des plus grandes décisions du siècle. Permettre que la dialyse soit gratuite pour tout le monde et qu'il y ait assez de machines pour que tout le monde ait accès à la dialyse. Je me bats pour ça. J'ai déposé un projet de loi à la Chambre depuis 2 ans pour que la dialyse soit gratuite en Haïti. On voit la lumière arriver, je pense qu'ils vont voter oui, et à ce moment-là, tout le monde va avoir accès à la dialyse, parce que c'est trop cher. En Haïti, c'est déjà trop cher. À l'Ofatma, où c'est moins cher, 6 000 gouttes par jour, ça fait 18 000 gouttes par semaine. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont 18 000 gouttes par semaine dans le pays. OK? Et en privé, c'est 200, 300 $ américains. 3 fois par semaine. Qui est-ce qui a cet argent pour faire ça? Donc la seule chose pour protéger ces gens, c'est simplement de faire que ce soit gratuit. C'est la seule solution, il n'y a pas d'autre. D'autant plus qu'on sait qu'il y a seulement 3% de la population haïtienne à être couverte par l'assurance de santé. Seulement 3%. Maintenant, est-ce que l'État peut donner des choses? Vous voyez ce qui arrive avec la dialyse de l'hôpital général. Non, c'est pourquoi. Seulement 5,6% du budget national, du dernier budget, alloué à la santé. 1 milliard de gouttes est donné à l'hôpital général chaque année pour la gestion de l'hôpital général. La dialyse de l'hôpital général consomme ce milliard de gouttes rapidement. Donc il n'y a rien qui est resté, et malgré tout avec des soins de qualité assez douteuses. Donc, vous voyez, Dr Charles, ça c'est la ligne vasculaire artérielle, ça c'est la ligne veineuse, il faut toujours 2 lignes, même dans une fistule ou dans un cathéter, tout et tout, c'est pour ça, avec un porte, il est impossible de faire une dialyse. On continue? Maintenant, la dialyse péritonéale que j'ai introduite, que nous avons introduite en Haïti, ça fait 2 ans, à l'Ofatma, il y a eu probablement, on a eu des échecs qui fait que on a arrêté pour faire une restructuration avant de recommencer avec la dialyse péritonéale. Mais nous pensons que ça peut être bien utilisé et bien fait. Ça peut être une solution et une aide pour pouvoir aider les gens à gérer la maladie d'insuffisance rénale, parce que c'est moins cher que l'hémodialyse, 3-4 fois moins cher que l'hémodialyse, et la personne le fait elle-même à la maison, donc ça devrait être OK. Mais on fait maintenant, on prépare, parce que ce qu'il y a pour un programme de dialyse péritonéale, ce qu'il y a surtout, c'est... vous pouvez tourner en arrière. On met un cathéter de dialyse péritonéale dans le ventre et à ce moment-là, ça c'est le liquide de dialyse péritonéale. On met ça le soir dans le ventre, 1500 à 2000 cc de liquide. La capacité de l'abdominale 2500, 3000, pas de problème pour un adulte. On laisse ça dans le ventre et le lendemain matin, on draine et la dialyse est faite pour la nuit. La personne le fait chez elle. Il n'y a pas de problème, on continue. Et la dialyse péritonéale a des avantages. La conservation de la diurèse résiduelle. Quand les gens rentrent en dialyse, ils ont un certain degré de diurèse. Mais l'hémodialyse elle-même détruit cette diurèse résiduelle. Pourquoi? Parce qu'il y a les hypotensions intradialytiques. Toutes ces histoires-là donnent ce qu'on appelle ATN, acute
de nécrose, des séances de nécrose qui vont finalement détruire complètement le rein. Différemment de la dialyse péritonéale qui conserve la diurèse résiduelle. Conservation du territoire vasculaire, on n'aura pas besoin d'appeler le docteur Charles ou docteur Guérin pour emmerder le paquet vasculaire des gens. Moins de troubles vasculaires parce que c'est pas agressif. Ok, merci. Ah, si tu peux ouvrir, donnez-moi. Good. Okay. Pas de syndrome d'aluminium, on sait ce qui arrive aux gens qui ont la dialyse. L'aluminium, l'hémodialyse donne le syndrome d'aluminium, et parce que c'est dans le produit. Et on ne peut rien faire contre ça. Et puis la scolarisation pour les enfants peuvent avoir la dialyse la nuit, et puis demain matin, ils vont à l'école. Et puis le coût économique qui est 4 fois moins cher. On continue? Comme je disais, pour la dialyse péritonéale, il faut une formation de staff, il faut une formation des patients extraordinaire et les travailleurs sociaux. Et un phénomène qu'on voit ces jours-ci pas ces jours-ci, c'était là, on n'avait pas vu des problèmes psychologiques avec les gens. Les gens sont devenus suicidaires. Beaucoup de gens... se suicider ne veut pas dire prendre un revolver et se tuer. Se suicider, c'est rester chez soi et ne pas venir faire la dialyse. Se suicider, c'est courir une voiture à 150 000 à l'heure. Vous voyez ce que je veux dire? C'est suicider. On continue. On continue. Et puis la troisième façon de traiter, c'est la greffe de rein. Cette conférence a été faite déjà depuis quelques temps. J'ai mis 9 greffes de rein, on en a déjà 13 greffes de rein. Et la semaine prochaine, on en aura 2, ce qui fait avancer. Et la greffe de rein, comme on le sait, il n'y a plus de dialyse, la personne peut manger ce qu'elle veut, et la vie reprend, et en fait, la personne reprend l'espérance de vie de la population générale avec une bonne greffe de rein. Mais encore une fois, on ne pourra pas faire ces histoires et démocratiser si on n'a pas une loi qui protège et qui les gens ne peuvent pas payer une greffe de rein. Aux États-Unis, une greffe de rein se fait à 300 000 $ américains. Une greffe de rein. En Haïti, on le fait à 30 000 $ américains. Et personne ne peut payer cash. Il faudrait que la personne soit sur assurance. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en conclusion, juste pour parler de l'unité de dialyse médicalisée de l'Ofatma, on a 10 postes de dialyse, ça veut dire 10... Oh, on n'a plus maintenant. 10 postes de dialyse, ça veut dire machines. Ouais, c'est comme ça on les appelle, des postes de dialyse. On en a 7 à Port-au-Prince, on a 4 à Oka, et puis 4 au Cap, ça fait 8, 15. C'est bon. Actuellement, on fait en général 100-120 dialyses par mois à l'Ofatma. Sur ce qui est en 2 ans, on va fêter notre 2e anniversaire le 17 mai, probablement on va vous inviter. Et on en est déjà à presque 8000 séances de dialyse. Ce qui est extraordinaire, ce qui donne de l'expérience aux gens. Et pour finir, le message, la prévention. Prévention primaire, prévention secondaire, et puis prise en charge tertiaire. La prise en charge tertiaire, c'est hémodialyse, transplantation rénale. La prise en charge, la prévention secondaire, c'est quand vous voyez au stade 3 ou 4, faire la prévention pour éviter que la personne ne sombre dans les histoires cardiaques. Et la prévention primaire, vous n'avez pas d'insuffisance rénale, ayez un style de vie qui vous empêche de rentrer dans ça. Je vous remercie. Merci.